Salut à tous, nouveau test de voiture électrique sur la chaîne et aujourd'hui on teste le Volvo XC40, première voiture 100% électrique sous la marque Volvo. Mais en fait c'est la cousine de la Polestar qu'on a testé sous la chaîne puisque ici on a la même batterie, le même moteur là-dessous. Oui, on a bien les 400 chevaux et on a aussi de la connectivité Android. On a pas mal de petites nouveautés aussi, même quelques surprises qu'on a eues pendant notre essai. Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans notre vidéo. Alors esthétiquement c'est un XC40 classique, moi j'adore ce design, c'est une des plus belles voitures en ce moment. Alors évidemment elle se différencie ici par une petite calandre pleine puisqu'il n'y a plus besoin de refroidir le moteur. Alors niveau technologie ici il y a un gros radar, bien sûr il y a un système de caméra pour la conduite autonome, on va le voir juste après, pour la caméra aussi à 360 degrés. Alors mon seul regret c'est que ici les phares ne sont pas Matrix LED comme sur la Polestar, on a uniquement du full LED. Ça c'est vraiment dommage à ce niveau de prix. Alors à l'avant on a un petit frunk, ça c'est pas si courant sur les voitures électriques et ça permet de stocker ses câbles. Alors il est un petit peu moins volumineux que sur la Polestar mais il a le mérite d'exister, d'autant qu'il y a quand même une pompe à chaleur là-dessous, donc ils ont quand même trouvé la place. Moi je regrette juste que le système d'ouverture soit un petit peu compliqué quand vous devez vous arrêter rapidement, mais ce qui est bien qu'il y ait un petit coffre ici, c'est que ça compense surtout ce qu'on perd par rapport au XC40 thermique. Alors pour les ouvrants, on n'a que cette clé pour l'instant et on n'a même pas d'application mobile pour ouvrir la voiture à distance, c'est absolument pas possible. On n'a pas non plus de petite carte comme chez Tesla, on n'a pas de car key non plus, pas de NFC, et on nous a dit que ça allait peut-être arriver l'ouverture en Bluetooth. En principe c'est prévu dans le courant de l'année, mais voilà, on sait pas trop quand exactement. Alors pour l'instant voilà, on arrive près de la voiture, on met la main là, ça s'ouvre, on la met là, ici ça se ferme, les rétros se rabattent, donc on sait qu'elle est bien fermée, vous savez que c'est mon grand dada. Par contre il n'y a aucun système de surveillance, il n'y a pas de mode sentinelle, pas de caméra dans les montants comme chez Tesla, et à ce niveau de prix je trouve ça un petit peu dommage. Alors la trappe de charge, rien de spécial, il n'y a pas d'indicateur de niveau de charge, c'est un petit peu dommage. Il y a un petit bouton quand même pour la déverrouiller, ça c'est pratique de l'avoir à l'extérieur de la voiture. Et puis elle est à l'arrière, voilà, comme sur les modèles thermiques. Alors je sais qu'il y a des grands débats dans les commentaires pour savoir si c'est mieux d'arriver en avant ou en arrière dans les places. En tout cas nous qui testons beaucoup de voitures électriques, on arrive souvent dans des petites bornes de village et elles sont des fois le long de la route ou au bout des places en épi. Et je vous garantis que c'est pas évident de faire des manœuvres à chaque fois. Donc moi je préfère, comme dans les Zoé, comme dans la Hyundai, de l'avoir à l'avant. Alors le coffre est automatique, ouverture au pied, coucou Tesla. Donc il est un petit peu moins volumineux que sur la version thermique, mais il y a quand même un double fond ici, alors qui n'est pas forcément très facilement accessible, mais il est quand même très profond. Et je dirais que dans l'ensemble c'est hyper satisfaisant, parce qu'avec le frunk, avec le double fond, on s'y retrouve totalement. Alors là-dessous, on a deux moteurs synchrones, c'est un 4x4 de 408 chevaux aux puissances cumulées, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le 0 à 100 est abattu en 4 secondes 9 contre 4 secondes 7 avec la Polestar, c'est normal, il est un petit peu plus lourd. 180 km/h de Vmax contre 205 sur la Polestar. Alors effectivement, c'est extrêmement puissant, pour les relances, c'est hyper agréable. Après, moi je me demande si c'est vraiment utile d'avoir autant de puissance dans un petit SUV comme ça. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû privilégier l'autonomie ? Je vous le demande. Alors sous le plancher on a une batterie de 78 kW, 75 utiles si vous voulez faire vos petits calculs, c'est autant que dans la Polestar. Par contre l'autonomie WLTP annoncée est de 418 km contre 470 sur la Polestar, c'est normal, regardez la forme de ce gros SUV. Alors ici sur les Ionity on charge à 150 kW, c'est assez rapide, c'est vraiment une puissance qu'on a constatée. Par contre ça baisse très très vite, c'est-à-dire que pour mettre 80% de batterie il faut 40 minutes, c'est quand même assez long. Et puis surtout si vous voulez mettre 100%, il faut encore au moins 40 minutes, 1 heure. Donc vous voyez que c'est très difficile de récupérer 100% d'autonomie ici sur l'autoroute et de profiter donc de toute la capacité de la batterie. Alors évidemment sur les petites bornes de village vous pouvez aussi charger à 11 kW, c'est pas beaucoup puisque en 7-8 heures vous allez remplir donc la batterie. Et d'ailleurs chez vous je vous conseille de prendre une box puisque la prise électrique là vous en avez pour plus de 20 heures. Donc ici à moins de faire des petits trajets quotidiens, c'est vraiment conseillé d'avoir une borne triphasée. Alors Volvo fait pas encore partie du consortium Ionity, ils ont demandé à l'aide donc ça devrait arriver, mais du coup on n'a pas les tarifs préférentiels sur Ionity autour de 30 centimes la minute. À la place ils vous donnent donc ce petit badge Plug Surfing, donc qui est assez pratique, qui marche sur toutes les bornes y compris chez Ionity, mais c'est pas forcément le meilleur plan en termes tarifaires. Moi je vous ai fait une vidéo qui vous explique les meilleurs badges, les meilleures applications à utiliser, donc n'hésitez pas pour obtenir les meilleurs tarifs pour charger ce XC40. Alors les amis, pendant que vous chargez votre voiture électrique, et Dieu sait si ça peut prendre du temps, moi j'ai trouvé de quoi vous occuper avec Raid Shadow Legends, un jeu que j'adore sur iOS et qui est notre sponsor cette semaine. Alors le but de ce RPG c'est bien sûr de combattre avec plus de 500 champions en recrutant des guerriers légendaires parmi les orques, les morts-vivants, les chevaliers ou encore les elfes. Vous pouvez bien sûr jouer en raid avec des amis ou dans des arènes PVP. Et puis regardez-moi ces graphismes comme là sur mon iPhone 12 Pro Max, c'est absolument saisissant et en plus c'est gratuit. Alors cet été vous bénéficiez d'une foule de nouveaux contenus comme de nouveaux champions. Si vous prenez le boss comme la princesse Avila qui doit récolter des âmes pour gagner en magie noire, elle est si puissante que même l'arbitre ne peut la vaincre. Alors pour voler des buffs, je vous recommande de mélanger vos DPS avec Razine, Madame Cerise, Rae ou encore Pedma. Bref, vous aurez aussi plein de nouveaux champions, mais aussi une nouvelle rotation de la Tour de Malheur qui va d'ailleurs falloir que je termine ce mois-ci, notamment en invoquant pas mal de nouveaux champions si je veux arriver à atteindre le sommet.
Enfin, si vous voulez avoir une bonne longueur d'avance sur vos adversaires, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le petit lien là dans la description et vous obtiendrez donc un champion épique Shonoru, qui est d'ailleurs incroyable dans la Doom Tower, 200 000 d'argent, un boost d'expérience, une recharge d'énergie et un éclat antique pour pouvoir invoquer un champion dès que vous entrez dans le jeu. Bref, ne tardez pas trop et nous on se retrouve dans le jeu. Bon Sylvia, on va faire un petit trajet autoroutier. Donc combien de kilomètres? On va faire 200 km. Voilà, et on va essayer de respecter les limites de vitesse. Vu que c'est toi qui conduis, je te fais confiance. Et on verra donc 200 km. Il nous dit qu'on va arriver avec 30% de batterie. Donc théoriquement, si ça marche, ça veut dire qu'on peut faire 300 km avec cette voiture sur autoroute. Sylvia, c'est parti. Bon, on a fait 200 km, il reste 35% de batterie, donc voilà, une voiture qui peut faire à peu près 300 km sur autoroute. On a consommé 25,7, donc un petit peu en dessous de 26, mais sachant qu'on a eu quand même pas mal de zones à 110, donc voilà, quand vous avez des zones à 110, assez souvent, vous arrivez à dépasser les 300 km, sinon vous serez quand même un petit peu en dessous avec cette voiture qui consomme quand même pas mal, mais je dirais qu'en l'état actuel des bornes, avoir 300 km sur autoroute, on peut faire quasiment tous les trajets possibles, donc c'est plutôt pas mal pour cette XC40. Alors un autre exemple sur autoroute, regardez, j'ai eu le pied un peu plus lourd, 126 km/h de moyenne. Pour 100 km, j'ai fait du 29 kWh au 100, donc c'est assez énorme. Et la batterie, regardez, est à 56%. Donc là, vous faites clairement à peine plus que 200 km. Et là, c'est vraiment pas beaucoup, vu la capacité de la batterie. C'est une voiture qui est très agréable à conduire, comme ici dans les petites rues de Cannes. Elle se faufile partout, elle a un bon rayon de braquage. En plus, niveau amortissement, je trouve que c'est un bon compromis. C'est ni trop dur ni trop mou. Voilà, pour un SUV assez sportif quand même, qui a beaucoup de puissance, c'est plutôt sympa. Et puis on a cette conduite monopédale, donc qui va jusqu'à l'arrêt complet. Quand vous relevez le pied, vous n'avez pas besoin d'actionner le frein, sauf si vraiment vous devez freiner d'un coup, puisqu'il y a quand même un petit peu d'inertie. Ça, voilà, c'est le cas sur pas mal de voitures, sauf chez Tesla. Alors moi je voulais vous dire à quel point c'est agréable d'avoir Google Maps Android Automotive, sauf qu'on a eu quand même quelques bugs assez gênants. Par exemple, j'arrive pas à me loguer avec mon compte Google, il me met qu'il y a une erreur de connexion au serveur alors qu'il y a bien la connexion internet. Et puis surtout, regardez, là ça fait depuis hier qu'on n'a plus de connexion au GPS, c'est-à-dire que lui est complètement paumé, donc inutilisable, et en plus on n'a pas CarPlay. Donc dans une voiture comme ça, d'avoir des bugs pareils, je trouve ça fou, et d'autant qu'on les avait pas sur la Polestar. Bon, vu qu'on a perdu notre GPS, on va demander à Google où est-ce qu'on est. Ok Google, où sommes-nous? Vous êtes actuellement sur Promenade des Anglais, 06 200 Nice. Voilà, donc on est Promenade des Anglais, ça se voit évidemment, donc Google est complètement paumé, mais n'empêche c'est quand même flippant dans cette voiture. Là, bon, ça peut arriver à une panne GPS, mais là vous vous retrouvez avec plus rien qui marche finalement. Alors dans la liste des bugs qui commencent à s'allonger, regardez ici, je mets la radio, il n'y a rien qui fonctionne, j'ai le volume normal, je dis à Google de mettre la radio, il n'y a rien qui marche. Donc quand même là, on n'a plus de radio. Tant pis. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour madame. Je vous appelle en fait parce que je suis dans un XC40 électrique et le GPS ne fonctionne plus depuis hier du tout. Et du coup, c'est assez problématique puisqu'on peut pas chercher des bornes, on n'a pas Google Maps, on n'a plus rien quoi. Alors, moi je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous parce que nous on gère pas ce genre de choses. En fait, on gère pas les options. Si vous êtes perdu, nous on peut voir où vous êtes. D'accord. Si vous êtes connecté, et là vous pouvez voir où je suis ou pas? Là je peux pas. Parce que la voiture, là, pour moi, elle n'est pas connectée. Ouais, c'est bien ce que je vous dis, j'ai pas de GPS. Ouais. Alors un mot sur la conduite autonome qui est très agréable, c'est celle de chez Volvo, même si elle date un peu, il n'y a pas les changements de fil automatiques, on voit pas non plus ici les voies de circulation comme chez BMW. Voilà, globalement ça marche bien, mais je dirais qu'il y a quand même deux petits défauts aussi, c'est que quand vous avez des virages un petit peu trop prononcés, il va vous rendre la main assez facilement, et surtout si vous touchez pas le volant, là par exemple on est en ligne droite, donc on n'a pas de raison vraiment de donner des coups de volant, et très vite il va s'affoler, il va vous faire surtout des alertes sonores extrêmement pénibles dans l'habitacle qui vont se répéter, et il va se mettre même en alerte très vite. Regardez ici, ça bip déjà, vous voyez, et puis si je fais rien là pendant 3 secondes, il se met déjà en alerte. Donc voilà, là il a désactivé, donc vraiment très casse-pied au quotidien. Alors petit détail à propos du pilote automatique, c'est que lui, comme il voit pas les autres voies, ça le gêne pas du tout de doubler par la droite. Donc voilà, ça maintenant les systèmes modernes le prennent en compte quand même, surtout en France où c'est interdit de doubler par la droite.
Alors on est obligé de vous parler de cet intérieur qui est vraiment magnifique, c'est extrêmement bien assemblé, même si on n'est pas au niveau des XC60, XC90, mais dans l'ensemble, voilà, tout est à sa place, c'est assez épuré. Moi j'aime beaucoup aussi ces petits dessins ici. Toi t'en as pensé quoi, Sylvia? Je trouve qu'elle est assez masculine. Oui, c'est vrai que c'est plus pour les mecs avec cette finition là, bien sûr, il y a beaucoup de choix sur le site de Volvo. Les sièges très sympas, on a fait beaucoup de kilomètres là-dessus, très confortable, moi j'ai trouvé. Très sympa, après l'été je pense qu'on transpire pas mal. Mais... Oui, parce que vous voyez, c'est une matière qui est pas très respirante. Et puis on terminera, regardez ce magnifique toit ouvrant qui est absolument splendide, surtout aujourd'hui. Vous voyez où on a absolument envie de l'ouvrir tout le temps, ça c'est vraiment très agréable. Et ça c'est des options qu'on n'a pas par exemple chez Tesla. Bon Sylvia, tu viens d'arriver dans la voiture, t'as la clé dans la poche, comment tu vas faire pour la démarrer? Montre-moi. Moi j'aurais appuyé le bouton qui se trouve juste ici. Oui, en plus il y a un faux bouton, là c'est un peu bizarre d'avoir laissé ça. En réalité, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire que tu rentres dans la voiture, tu mets la marche arrière, c'est bon, t'as pas besoin d'appuyer sur quelconque bouton et surtout tu t'arrêtes, tout simplement t'appuies sur le frein, elle met le frein automatiquement, tu sors de la voiture, elle est éteinte. Et ça par rapport à des Audi e-tron, à des DS qu'on a essayé précédemment où c'était un petit peu le bordel, il fallait toujours savoir si elle était allumée ou pas, c'est beaucoup plus fluide finalement. Alors sur une voiture comme ça qui est quand même un petit gabarit mais c'est quand même un SUV, on a besoin d'une bonne caméra, donc caméra à 360, mais regardez, la qualité est vraiment pas terrible, en plus la voiture est pas bien détourée. Pour afficher les autres angles, regardez, il faut appuyer là, aller ici. Hop, voilà. Et puis surtout pour revenir à la caméra 360, il faut encore appuyer là un petit coup. Vous n'avez pas d'écran splitté pour avoir les deux en même temps. Et puis en plus, la caméra arrière, regardez, elle est sous la plaque. Donc en fait, on voit pas du tout bien les véhicules qui arrivent. D'autant qu'ici, regardez, on n'a pas beaucoup de visibilité déjà à l'arrière. Donc voilà, c'est un petit peu dommage sur une voiture premium de pas avoir une meilleure caméra arrière. Alors il y a encore beaucoup de boutons, vous voyez ici pour tout ce qui est commande de vitres, de rétroviseur, la fermeture des portes, ici tout ce qui est conduite semi-autonome, là tout ce qui est navigation dans les menus, dans la partie multimédia, on a bien sûr encore tous les commodos classiques. Ici on a l'écran, donc pour tout ce qui est clim c'est totalement numérique, on y reviendra, mais on a quand même des boutons physiques pour au moins le dégivrage, les warnings et puis pour naviguer ici dans les morceaux, ça c'est assez pratique je trouve pour le passager de pouvoir ne serait-ce que régler le son. Ici on a donc la commande de boîte avec ici la version parking et puis je vous expliquerai mais c'est vraiment très simple d'utilisation et puis bien sûr on retrouve voilà du classique là-haut. Donc voilà encore pas mal de boutons malgré la présence de ce grand écran et des commandes de Google. Alors sur la partie connectique, regardez on a une zone de charge sans fil ici qui marche très bien avec le 12 Pro Max, donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, j'avais un peu des soucis dans la Polestar notamment, il rentrait pas bien sur le pad. Ici on a deux prises USB-C, ça c'est très cool pour la charge rapide, on en a encore deux à l'arrière, donc une voiture qui est parfaitement équipée pour connecter vos téléphones. Alors sous le volant on retrouve exactement l'écran de la Polestar, ça c'est vraiment une bonne nouvelle parce qu'il est grand, il est extrêmement lisible et même si ici avec le grand angle il fait petit, mais je vous garantis que quand vous êtes au volant vous le voyez extrêmement bien. Et puis ici par contre on a une dalle de 9 pouces contre 11 sur la Polestar, donc c'est un petit peu petit, franchement on dirait une petite tablette Android qu'on a posée là, en fait qu'on a essayé d'insérer dans l'écran du XC40 thermique et ça c'est vraiment dommage puisque ici on a besoin de connectivité, donc voilà ça fait un petit peu étriqué quand vous allez effectivement sur les applications, mais bon ça a le mérite d'exister quand même avec son petit bouton home ici. Alors je profite qu'on charge pour vous montrer cet écran, on n'a pas beaucoup d'infos je trouve. Alors on a évidemment l'heure de fin de charge, d'ailleurs regardez 1 heure pour mettre les 15 derniers pourcents, c'est absolument énorme. On a le pourcentage de la batterie mais pas l'estimation de l'autonomie, donc ça c'est un petit peu bizarre. Et puis regardez sur la droite on n'a pas la puissance de charge mais en kilomètres par heure. Alors moi je trouve ça un petit peu bizarre puisqu'on sait pas si c'est du 50 kW ou du 150 kW, donc voilà, peut mieux faire quand même sur toutes ces infos électriques. Alors dans les paramètres on pourrait se dire tiens on a un petit peu plus d'infos, en fait regardez ici non on a que le pourcentage de la batterie, on peut limiter la charge, par contre on peut pas programmer de charge du tout, il n'y a aucun planificateur intégré, alors ça va arriver notamment via l'application mais pour l'instant il n'y a rien. On peut aussi régler l'ampérage maximum, là c'est si vous branchez donc sur du courant alternatif, on peut aussi déverrouiller le câble, mais je trouve que c'est quand même très light par rapport à la concurrence. Moi j'espère qu'ils vont développer quelque chose d'un petit peu plus complet donc sur la partie électrique. Alors cet écran sous le volant, alors il n'est pas personnalisable, moi je trouve ça un peu dommage, mais pour autant c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai vu jusque là, surtout parce qu'on a Google Maps qui est extrêmement bien fait, extrêmement lisible, il fait le zoom, dézoom, vraiment moi je le trouve quasiment parfait. Sur la partie gauche vous avez tout ce qui est kilomètre-heure, recharge, décharge de la batterie, là vous voyez pas exactement combien vous consommez, j'aurais bien aimé avoir une consommation quand même instantanée. En dessous on a quand même l'odomètre et puis la consommation moyenne, donc voilà ça rattrape un petit peu le coup. Tout en bas tout ce qui est conduite semi-autonome, et puis regardez à droite on a le pourcentage de la batterie, par contre on n'a pas l'estimation des kilomètres restants, ça c'est vraiment très bizarre. Il y a quasiment aucune voiture qui vous donne pas l'estimation en kilomètres, qui recalcule petit à petit, et ça c'est assez
assez angoissant si vous savez pas exactement voilà, combien de kilomètres fait votre voiture en fonction du pourcentage de la batterie. Alors en plus de la carte, vous avez un autre mode qui est voilà, juste pour avoir les indications GPS au centre. Je trouve ça un peu bizarre, c'est très minimaliste, mais je vois pas trop l'intérêt. Et puis vous avez un mode comme ça pour la conduite semi-autonome, et regardez, il voit pas les 3 voies de circulation, il voit juste sa voie, voilà, comme à l'ancienne. En fait, c'est dommage, je trouve que chez Volvo, on nous avait habitué à un petit peu plus de technologie quand même. Alors comme sur la Polestar, vous avez quand même un petit menu caché si vous appuyez ici. Vous voyez, ici on a juste voilà, l'odomètre que vous pouvez remettre à 0 en trajet manuel à gauche ou en trajet automatique à droite. Donc là il se remet à jour automatiquement dès que vous prenez la voiture, et puis que vous arrêtez pas trop longtemps, il va conserver donc toute la consommation, les kilomètres, évidemment la vitesse moyenne. Donc moi j'aimerais bien pouvoir afficher ces infos en permanence sur l'écran. Là c'est pas possible, il faut aller chercher toujours ce petit menu. Bon, on passe à notre petite tablette sous Android. Alors regardez ici, quand j'appuie sur le bouton, donc ça arrive sur la Home. Vous avez accès aussi aux applications que vous pouvez d'ailleurs déplacer. Regardez, il suffit de laisser appuyer. Voilà, vous les déplacez, bien sûr à ne pas faire au volant. Vous avez ici une petite tirette qui est pas facile pour les notifications. Là où vous voyez donc l'état du réseau, vous voyez l'heure aussi. Sur la partie basse, donc on accède ici à toutes les applications. On accède aussi au réglage de clim. Si vous appuyez dessus, vous avez une clim beaucoup plus complète. Donc là, assez facile à manipuler, hein, même pendant la conduite. Vous avez aussi bien sûr des réglages très rapides, hein, si vous voulez juste augmenter ou baisser la température, mettre les sièges chauffants très rapidement. Et puis ici le petit bouton réglage, donc globalement assez simple d'utilisation, même si regardez, il n'y a pas la surcouche qu'on avait sur la Polestar qui était un petit peu plus graphique. Ici on a vraiment l'impression d'avoir la version Android un peu de base, comme sur une petite tablette à 100 balles, même si voilà, on va dire que la définition est correcte, hein, ça doit être du Full HD. C'est pas trop, là on a l'impression qu'il y a des reflets, mais globalement ça va, hein, c'est vraiment la caméra qui force un petit peu la chose. Mais en tout cas, moi je l'ai trouvé assez simple d'utilisation globalement. On retrouve bien ces petits, surtout si on est habitué donc aux tablettes. Alors regardez, j'ai mis mon iPhone dans la petite zone de recherche sans fil, mais ici je n'ai que du Bluetooth, je n'ai toujours pas CarPlay Wi-Fi. Alors ça va arriver, on nous l'a promis, mais là voilà, on est au mois de mai, ça devait arriver d'ici l'été, on l'a toujours pas. On n'a pas non plus d'application mobile, donc pour voir le niveau de charge, si vous partez et que votre charge s'arrête, vous n'avez pas de notification. Il n'y a pas de Volvo On Call non plus, ça marche pas, il y a des messages d'erreur, il nous dit que c'est pas encore géré. En fait tout le back-office Android là n'est pas pris en charge, donc c'est comme sur la Polestar. Donc j'espère que ça va arriver, parce que sur l'électrique, de pas avoir d'application mobile, de pas avoir de CarPlay, de Waze, d'Apple Music, c'est quand même un petit peu casse-pied. Bon, décidément, on n'a pas de chance avec cette voiture. La torgnodictie plantée pendant la charge. Et comme on n'a pas d'appli, on pouvait pas voir qu'elle avait planté. Voilà, du coup, elle a pas changé. Alors bien sûr, l'atout majeur de cette voiture, c'est d'avoir Google Maps, et surtout d'avoir un Google Maps, regardez, qui est connecté à la voiture, qui connaît le pourcentage de la batterie, qui connaît aussi la consommation, et qui va adapter le trajet en fonction des bornes disponibles. Donc il y a des fonctions spécifiques à Google Maps qui permettent de mettre des arrêts pour la recharge. Alors on va le voir si c'est efficace ou pas, mais en attendant, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui, quand vous avez une voiture comme ça, qui est prête pour faire des grands trajets, de pouvoir planifier son itinéraire en fonction des bornes. Bon, moi je commence à bien le connaître, ce planificateur de Google Maps. Alors je vais dire que dans 80% ça fonctionne, il vous prend bien les Ionity quand vous faites un petit trajet, voilà, il limite les temps passés sur les chargeurs, mais il y a des fois il vous fait des trucs bizarres dans à peu près 20% des cas, comme ici, regardez, je suis à Annecy, je vais aller à Montpellier, il me dit que je peux pas y arriver, hein, j'arriverai à 0%, donc il faut que je cherche des arrêts. Donc voilà, on lance la planification, et regardez, alors il vous met un arrêt tout à la fin, mais il vous propose des bornes hyper lentes. Regardez, 8h15 de charge. Il vous propose pas les Ionity, alors que ici il y a un Ionity là à Montélimar. Il vous le propose pas, il est à 250 km, en principe c'est largement atteignable. Donc je suis assez surpris de ça. Du coup il va falloir passer par des applications, regarder s'il n'y a pas des Ionity qu'il a oublié. Donc quand vous voyez des trucs un petit peu bizarres ici, vous fiez pas à Google Maps, et c'est un peu dommage. Pour moi c'est là la différence entre Tesla et Volvo, c'est-à-dire que ici on a quelque chose qui est pas fiable à 100%, alors que chez Tesla il va vraiment vous prévoir les bornes au millimètre. Et ça les amis, ça fait quand même toute la différence en électrique. Alors un autre exemple ici, regardez, on va à Paris, il nous met bien le trajet avec le Ionity, mais là regardez, on a une borne de 50 kW. Donc ça c'est vraiment pas un trajet optimisé, puisqu'il y a du Ionity sur ce trajet, donc on pourrait privilégier Ionity, mais il n'y a pas d'option en fait. Quand vous lancez ce trajet, vous n'avez pas plusieurs schémas possibles, vous avez juste plusieurs bornes sur le trajet, mais vous pouvez pas lui dire privilégie Ionity. Alors par contre, un bon point de ce planificateur, c'est que ici, quand il vous met 18% à l'arrivée, si vous suivez vraiment son trajet, en général vous arrivez bien à 18%, donc il a une très très bonne estimation. Ça c'est vraiment très important de la consommation électrique. Par contre, sur les trajets, je trouve qu'il n'est pas encore totalement fiable. Alors Google Maps, j'avais dit pour la Polestar, mais pour moi c'est un des atouts majeurs. Là par exemple, j'avais pas CarPlay puisque c'est pas encore disponible. Et ben franchement, je m'en suis largement passé, puisque ici en fait c'est la même version que sur le smartphone. Elle prend toute la place sur l'écran. Elle est extrêmement réactive. Regardez, on a tous les points d'intérêt, on a tout le système de recherche de Google, de points d'intérêt. On a tout son historique qu'on peut synchroniser avec son compte Google. Ça c'est extrêmement pratique.
pratique. On a l'assistant vocal aussi à qui on peut dicter une adresse sans qu'il se plante. En fait, on gagne un temps fou à avoir Google Maps ici, même par rapport à la version CarPlay qui est un petit peu plus étriquée, qui est beaucoup moins complète. Donc pour moi, plus tard, il y aura vraiment les voitures qui ont Google Maps natif et les voitures qui auront des systèmes un peu intégrés ou avec des API. Et ça, je vous garantis que ça fait vraiment toute la différence pour pas perdre son temps pendant les trajets. Alors regardez, un petit détail, mais bon voilà, ça fait partie de l'essai aussi. Je me suis dit tiens, je vais vous montrer le Play Store, c'est à peu près le même que sur la Polestar, il est un petit peu bridé, il n'y a pas toutes les applications. Donc voilà, je me connecte avec mon compte Google et en fait, il me dit connexion impossible. Je sais pas de quoi ça vient, puisqu'on a bien une bonne connexion à Internet, mais voilà, je pense que tous les gens qui achètent cette voiture, qui se retrouvent face à des messages comme ça, où ça ne fonctionne pas, ils seront un peu perdus. Et c'est dommage parce que dans l'ensemble, ici, ça plante pas, c'est très réactif. Vraiment, on a un système moderne, mais voilà, on a quand même encore des erreurs comme ça. Alors quelque chose qui est assez pratique, on a aussi dans la Polestar, c'est le manuel. En fait, c'est le site web, mais c'est assez interactif. Regardez ici, par exemple, si je veux voir, je sais pas, les ouvrants, voilà, il vous explique un petit peu les différents types de clés. Donc voilà, c'est bien d'avoir ça sur la voiture, surtout sur un grand écran comme ça. Et c'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas de navigateur web, on peut pas se balader comme ça sur le site de Volvo, mais au moins d'avoir un accès complet aux fonctionnalités de la voiture, assez rapide, avec aussi même un système de recherche, c'est quand même assez pratique. Alors je suis assez étonné dans cette voiture, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'applications Volvo finalement dédiées à la bagnole, par exemple pour voir votre consommation électrique, vos modes de conduite, la partie sportive, la partie 4x4 aussi éventuellement. On a juste ça, voilà, pour avoir le statut de la voiture avec les pneus, avec voilà, vous voyez ici, il vous dit s'il y a jamais il y a des problèmes, le mode remorquage, mais c'est à peu près tout. Alors ça va peut-être venir, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même qui sont encore en développement. Bon, on fait un petit peu le tour des réglages, vous voyez qu'ils sont listés vraiment comme sur une tablette Android, ça fait un peu listing. C'est dommage qu'ils aient pas pris le temps de faire une jolie interface comme sur la Polestar. Bon, tant pis, ça a au moins le mérite d'être clair, c'est quand même bien indiqué, mais il n'y a même pas de petite icône, voilà, ça aurait été quand même plus sympa. Alors on commence avec les options de conduite, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, il y a un petit mode un peu 4x4 si vous sortez des routes, on peut choisir le limiteur ou le régulateur, on peut choisir aussi que la voiture maintienne ou pas sa trajectoire dans les voies de circulation automatiquement. Il y a aussi la one pedal, donc pour conduire quasiment sans actionner le frein, ça c'est assez pratique, mais on peut pas régler le niveau de régénération. Et puis on peut aussi durcir un petit peu la direction, mais voilà, il n'y a rien au niveau des suspensions, même le mode 4x4, il y a quand même pas grand chose, donc c'est limité, mais au moins on va dire que l'interface est relativement clair. Alors le son est très bon dans cette voiture, on a des haut-parleurs Harman Kardon, et puis regardez ici on peut choisir où est-ce qu'on place effectivement le centre de la scène sonore. On peut aussi bien sûr régler un petit peu le surround, les aigus, les basses. Bon, il n'y a pas quand même des réglages extrêmement poussés pour le son, mais on va dire qu'ils ont fait un petit effort au moins sur le volet graphique. Alors le peu de connectivité qu'on a pour l'instant dans cette voiture, c'est du Bluetooth, donc vous pouvez mettre la musique, passer des appels, ça marche très très bien. On a aussi une carte SIM dans la voiture pour tout ce qui est internet, Google Maps, Google Assistant. On peut aussi connecter au Wi-Fi, voilà, ça peut aller plus vite, notamment pour les mises à jour ou voilà, si on a des applications à venir qui consomment beaucoup comme Netflix. Bon, on a un menu un petit peu fourre-tout qu'ils ont appelé commande. Alors déjà, bon, il y a tout ce qui est rabattage de rétroviseur, les positions d'entretien des essuie-glaces, donc ça c'est pratique. Tout ce qui est verrouillage, voilà, vous pouvez activer la confirmation, ouvrir toutes les portes d'un coup. On l'avait aussi déjà sur la Polestar. Alors ça c'est un menu, je me demandais à quoi ça servait. En fait, c'est pour l'écran qui est ici, voilà, pour afficher l'odomètre, soit l'odomètre automatique, soit manuel, celui que vous réinitialisez. Donc il était là, voilà, je l'avais pas trouvé au début sur l'écran, il est vraiment bien caché. Vous avez aussi des préférences d'éclairage, voilà, pour les feux quand vous arrivez vers la voiture, ou l'éclairage aussi intérieur. Et puis voilà, on peut encore activer ou pas le SOS. On peut aussi arrêter la voiture. Je sais pas trop ce que ça fait. En fait, ce qui est assez flippant dans ces menus, c'est que il y a quand même des conséquences importantes, mais on coche juste des petits boutons. Il n'y a pas tellement d'informations supplémentaires. Alors pour ceux qui sont très regardants sur leur vie privée, les droits des applications, vous avez tous les réglages ici dans ce menu. Donc vous pouvez donner les droits à certaines applications, aux notifications, voilà, aux SMS, aux journaux d'appel, au microphone, etc. Donc ça se règle assez finement, application par application. Donc c'est hyper intéressant si vous êtes vraiment flippé de tout ça. Après, par défaut, il va aussi vous demander des droits d'accès. Mais voilà, on sait que dans le menu application, on peut vraiment gérer très finement toute la sécurité. Bon, un menu extrêmement important, c'est le menu profil, puisque ici, vous allez pouvoir associer vos différents comptes. Donc par exemple, ici, je peux ajouter un compte Google, un compte Volvo, donc qui va associer votre compte, qui vous permettre d'accéder à tout votre historique, par exemple de cartographie, de contacts. Donc ça, c'est assez pratique. Vous pouvez aussi associer une clé effectivement à ce compte. Vous pouvez associer aussi du Volvo On Call. Alors ça, c'est pas encore disponible pour l'assistance. Alors ici, vous avez tout un tas de réglages de confidentialité, mais liés à la voiture en général. Voilà, sur la localisation, sur Internet, sur les paramètres que vous envoyez aussi à Google. Donc ça, voilà, c'est à vous de choisir. En tout cas, moi, je me suis pas logué sur mon compte là et ça a marché quand même très très bien. Donc vous pouvez vraiment choisir de rien envoyer à Google ni à Volvo. Vous avez toujours le choix et Volvo est vraiment très très à cheval là-dessus. Ils nous l'ont dit à plusieurs reprises.
Alors je l'avais dit avec la Polestar, mais je le redis ici, le fait d'avoir un bon assistant vocal, d'avoir Google Assistant, c'est pas juste une petite fonction cool pour lui demander la météo, non, c'est indispensable dans une voiture d'aujourd'hui où il y a beaucoup d'interactions, il faut chercher des bornes, il faut mettre la clim, il faut manipuler beaucoup de choses sur l'écran, sur le GPS, et là on a un assistant qui est extrêmement fiable, qui fonctionne et qui permet de se concentrer sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la route, et ça fait vraiment toute la différence aujourd'hui. Et il faut savoir que Google Assistant dans la voiture, c'est le meilleur assistant, c'est-à-dire que même Tesla, même Mercedes qui sont à la pointe ne font absolument pas aussi bien. Ici on a en plus des interactions avec la voiture, c'est-à-dire qu'on peut lui demander de mettre la clim, quelle est l'autonomie de la voiture, enfin on a tout un tas d'informations qui sont directement liées au conducteur, c'est pas juste Siri dans CarPlay par exemple, et ça c'est vraiment un atout majeur, je le redis, majeur sur la concurrence. Ok Google, quel temps fait-il à Nîmes? En ce moment à Nîmes, il fait 22 degrés avec du soleil. Quel est mon niveau de batterie? La batterie est à 82%. Vous pouvez conduire environ 250 km. Alors là, on a l'estimation des kilomètres, hein, et on l'a via Google. C'est rigolo, on l'a pas sur l'écran, mais on l'a via Google. Quelle distance entre Paris et Lyon? Paris est à 466 km en voiture de Lyon. Cherche des bornes Ionity autour de moi. Il y a 9 bornes charging stations parmi lesquelles vous pouvez choisir. Je mets la climatisation sur 22. Ok, je règle l'air conditionné à 22 degrés. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ça alors, vous aussi vous connaissez Jonathan? Alors vous voyez cet écran avec la cartographie, il est très confortable, mais des fois j'aimerais pouvoir aussi me dire bah tiens la carte, je voudrais peut-être la mettre que sur la moitié, puis mettre je sais pas Apple Music en dessous, et puis sur les côtés avoir des infos par exemple de météo, j'en sais rien. Là on peut vraiment rien personnaliser, on peut pas mettre de petits widgets. Alors heureusement il y a la carte sous le volant, donc on peut mettre autre chose à droite, mais c'est un petit peu binaire, c'est dommage parce qu'on a quand même de la place pour créer des widgets. Alors pour voir l'autonomie ici en kilomètres, en fait il faut arriver à 20% de batterie. Seulement à ce moment là il vous propose donc de chercher une borne de recharge. Bon, vu que pour la fin de trajet notre GPS est tout planté, que même le Bluetooth ne marche pas, regardez j'ai mis le GPS donc sur l'iPhone et j'ai même pas le son donc sur la voiture, on n'a pas non plus de musique, pas de radio, du coup cette bonne vieille enceinte UE Boom, donc voilà c'est quand même pour Android Automotive hein. Bon, après une semaine avec ce XC40 électrique, et ben franchement c'était que du plaisir à conduire. Là on s'est baladé sur des petites routes, elle est extrêmement maniable, elle a aussi beaucoup de puissance pour les reprises sur autoroute, c'est absolument fantastique. En plus c'est une voiture qui est très confortable, très bien finie à l'intérieur. Au niveau de l'autonomie, aucun problème, hein, 300 km sur autoroute aujourd'hui, voilà, à moins d'être dans des zones un peu particulières, on trouve quand même des bornes. Et puis là quand on se balade sur les hauteurs de Nice, il n'y a vraiment aucun stress au niveau de la batterie. Je dirais que le petit bémol c'est qu'elle charge quand même pas très vite, voilà, après les 80%, moi j'aimerais quand même qu'il y ait un petit peu plus de puissance. Et puis surtout le système multimédia, on a vraiment l'impression que voilà, Google a été entré au chausse-pied hein, dans ce XC40 thermique, et que du coup bah, on essuie un peu les plâtres, on a pas mal de petits bugs. Là on a quand même eu plus de GPS jusqu'à la fin, Volvo On Call n'était pas capable de nous aider, donc c'est vrai que sur une voiture qui coûte assez cher, hein, je vous mettrai le prix, peut-être que ça peut faire la différence face à la concurrence. Voilà, si vous avez aimé, bien sûr, je vous encourage à liker, à vous abonner, hein, ça nous aide énormément. Téléchargez aussi nos applications mobiles, Mac Forever, c'est de l'actualité toute l'année. Et puis nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.